Bonjour. Je vais donc aujourd'hui prolonger, compléter l'analyse qui a déjà été largement entamée relative à cette institution d'un genre particulier qu'est l'État. Je vous avais dit qu'il y aurait 4 regards portés sur cette forme d'organisation sociale universalisée. Je vous ai parlé d'abord de l'origine, d'où vient-il. Je vous ai parlé ensuite de sa personnalité, c'est-à-dire à quoi sert-il. En troisième lieu, j'ai évoqué, c'était la dernière fois, son rôle, un personnage en quête de rôle. Et en terminant, je souhaiterais aborder le 4e aspect, c'est-à-dire son profil, c'est-à-dire la manière dont il se présente, dont il se rend visible, au fond, dans le cadre d'un espace géographique donné qui est l'espace territorial de sa souveraineté. C'est donc le 4e point, un profil d'une complexe instabilité ou d'une instable complexité, on peut dire l'un ou l'autre d'ailleurs. Car ce qui est important de rappeler, ce sont les 2 idées suivantes, d'entrée de jeu. La première idée, et retenez-la, je crois qu'elle vous permet de mieux comprendre le sens des démonstrations que je suis amené à faire parfois. Si l'on admet que l'État est une personne, et j'essaie de le répéter assez régulièrement pour que vous en preniez conscience, ça veut dire que c'est un être vivant. Et que, comme tout être vivant, l'État est soumis à des pressions qui sont parfois des pressions contradictoires. Nous sommes tous, à des moments de notre vie, soit animés par un principe d'unité, c'est-à-dire recherche d'une certaine cohérence ou d'une cohérence certaine, et à d'autres moments, plutôt en train de se diversifier, sinon de se disperser, dans le cadre de la recherche des différenciations. C'est la dialectique vitale que j'ai déjà énoncée et que les Grecs, depuis toujours, nous avaient fait comprendre, la dialectique de la vie entre l'un et le multiple. Il y a 2 risques, si vous voulez, qui menacent le monde, c'est l'ordre et le désordre. L'ordre d'abord parce que s'il est trop appuyé, voire même trop unifié, il va générer des situations intenables par leur totalitarisme. Dans le cadre psychologique, cela donne la psychorigidité, avec son inadaptabilité à l'évolution des situations. Mais si par ailleurs c'est la diversité qui est considérée comme devant être la valeur unique, c'est le désordre qui va en résulter, puisqu'il y aura concordance de réalités contradictoires. Donc il faut arriver à gérer cela. C'est ce qui fait les personnalités, et ce qui fait que chacun a une personnalité différente. C'est vrai aussi pour les États. La première idée, donc, c'est bien de relever que chaque État se trouve au cœur de cette réponse spécifique de la dialectique de l'un et du multiple, où il privilégie l'un, où il défend la diversité. Je vous donnerai un exemple très simple qui caractérise ce que je suis en train de vous dire, c'est le blason américain. Quand vous regardez le blason américain, il y a une phrase qui figure pour identifier les États-Unis depuis l'origine, et cette phrase c'est « E pluribus unum », une phrase latine. « E », si vous voulez, la réduction de « ex », « E », pluribus, P-L-U-R-I-B-U-S, unum, U-N-U-M, ça veut dire un à partir de plusieurs. Ce qui définit parfaitement le melting pot américain qui affirme une unité à partir d'une diversité, et pluribus unum. Deuxième observation liminaire, simplement pour vous dire que le visage, le profil que présente chaque État, lui est propre. Il n'y a pas de copier-coller. Il ne peut pas y avoir de transposition sous forme de greffe artificielle qui viendrait calquer sur une société un cadre qui ne serait pas son propre produit.
Malheureusement, on le voit parfois dans le cadre de certaines sociétés, notamment africaines, qui se sont appropriées ou auxquelles on a imposé ce prêt-à-porter qu'est l'organisation d'un État, au détriment de réalités qui sont un peu plus complexes et un peu plus villageoises à certains points de vue. Donc, il y a des réalités. Il n'y a pas un État, mais des États. Il faut bien comprendre que derrière cette matrice unifiée dont j'ai parlé jusqu'à présent, il y a des diversifications qui donnent à chaque pays ce qu'il est, c'est-à-dire différent des autres. Après avoir dit cela, je vais maintenant, bien sûr, développer des propos plus précis au plan juridique. Et pour initier cela, je vais, sous forme d'un tableau, vous décrire quels sont les différents profils que peut présenter un État. Nous allons partir d'un postulat. C'est-à-dire, nous allons partir de ce qui me semble être une donnée, à savoir que chaque territoire, chaque pays comprend des organes centraux, que l'on appelle souvent, dans le cadre unificateur, le pouvoir central. Tout pays, tout État qui existe durablement et est reconnu en tant que tel dispose d'un pouvoir central, généralement d'ailleurs localisé dans ce qu'on appelle la capitale du pays en question, et dans lequel se trouve réuni l'essentiel, hiérarchiquement d'ailleurs au sommet de l'État, des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. La caractéristique de ces organes centraux, de ce pouvoir central, c'est de s'identifier au pouvoir de l'État. C'est de détenir la capacité d'action sur l'ensemble du territoire. Notez cela, c'est une idée très simple. La capacité d'action sur l'ensemble du territoire. Poursuivons dans ce qui est simplement positionnement initial, ce que j'appelais un postulat. Il y a dans l'immense majorité des États des organes que l'on appelle organes non centraux. Alors l'appellation n'est peut-être pas très élégante, elle n'est peut-être pas très explicite, mais je crois que malheureusement c'est la seule qu'on puisse retenir. Pourquoi ? Parce que ces organes non centraux ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils n'interviennent, qu'ils ne peuvent agir, qu'ils ne disposent de pouvoir que sur une partie du territoire, et non pas sur l'ensemble comme peuvent le faire les organes centraux. Ces organes non centraux sont localisés sur certaines parties du territoire et ont vocation à intervenir pour gérer ces parties du territoire. La deuxième caractéristique, c'est que ces organes non centraux sont nommés généralement, habituellement, ordinairement, par le pouvoir central. C'est-à-dire qu'ils sont en relation vous le voyez, de délégation. Ils représentent le pouvoir central dans ces territoires que je viens d'identifier. Un exemple français vous permettra facilement de comprendre ce dont je parle, c'est l'exemple du préfet. Le préfet, dans chaque département, représente l'autorité de l'État, avec les deux caractéristiques que je viens de relever. Premièrement, il ne peut intervenir que dans les frontières du département dans lequel il a été nommé. Et deuxièmement, il est en relation hiérarchique avec le pouvoir central, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis, et enfin, dans tout État, dès lors qu'il dispose d'une superficie, d'un espace relativement important, il y a, ce que je noterai ici, des collectivités internes. Des collectivités internes. Collectivité interne signifie que, premièrement, ce sont des personnes morales de droit public. Rappelez-vous,
la définition lorsque je vous ai parlé de la notion de personnalité juridique. Ces collectivités internes, ce sont des personnes morales de droit public disposant d'une compétence administrative sur un territoire donné. Ces collectivités internes se caractérisent par deux traits, pour m'en tenir à l'essentiel. Le premier trait, c'est qu'elles sont gérées par des autorités indépendantes de l'État. C'est différent des organes non centraux. C'est pourquoi je vais établir tout de suite une frontière pour bien identifier cette différence. Dans le cadre des relations entre les organes centraux et les organes qualifiés de non centraux, vous voyez, nous sommes dans l'État qui se dialogue avec lui-même, en quelque sorte. Alors que lorsqu'on est en relation entre cet État et les collectivités internes, l'État doit tenir compte de la volonté, de l'autonomie, de la personnalité, de l'existence de ces collectivités internes. Par exemple, le Premier ministre ne peut pas discuter avec un préfet comme il discute avec un maire. Avec un préfet, il va donner des ordres. Avec un maire, il va devoir écouter et aboutir éventuellement à un compromis entre deux volontés. Il ne peut pas imposer au maire, dans ses fonctions municipales, à l'exception de certaines d'entre elles, je n'entre pas dans les détails, vous verrez cela en étudiant l'organisation administrative de la France, les institutions administratives, donc il ne peut pas lui imposer. La différence est importante. Les collectivités internes, comme les communes en France, sont gérées par des autorités indépendantes du pouvoir central, élues. On élit le conseil municipal, lequel élit le maire, alors que les préfets sont nommés. Deuxième caractéristique, ces collectivités internes gèrent une partie, une portion du territoire national. Leur compétence, là encore, se trouve arrêtée aux limites de ce territoire. Chaque commune a ses propres frontières et les autorités municipales ne peuvent pas les outrepasser, ne peuvent pas les ignorer. Donc, prenons comme principe qu'il y a ainsi ces trois niveaux, ce que je viens d'évoquer en termes de postulat. Ce que je voudrais dès lors réaliser, c'est un tableau qui visera à vous décrire les 5 possibilités d'agencement que l'on peut identifier dans ce profil d'une complexe instabilité que j'essaie de vous décrire maintenant. Le premier mode d'organisation, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appellerais la centralisation. Centralisation. La centralisation est un mode d'organisation qui se définit par sa simplicité. La centralisation, et retenez le sens, je dirais, banal du mot, s'identifie comme étant la confiscation du pouvoir au profit du pouvoir central, la concentration du pouvoir central au profit des organes centraux. C'est sa caractéristique. La centralisation concentre en un seul point l'intégralité des pouvoirs, ce qui veut dire que lorsqu'un pays est totalement centralisé, tout est résolu par et au niveau du centre. C'est possible dans un État comme Monaco, où l'exiguïté du territoire permet qu'il y ait cette concentration. C'est évidemment impossible dans un territoire comme la Chine ou comme la France, où il doit y avoir nécessairement d'autres relais. Néanmoins, cette centralisation est la signification claire de cette unité qui est une unité dogmatisée, affichée et exclusive. Ce que je représentais comme cela, pour moi, la centralisation, c'est dire que les organes centraux existent, ils disposent de pouvoir, d'où le signe plus, alors que les organes non centraux, pas plus que les collectivités internes, ne disposent de quelque capacité d'action que ce soit.
c'est la centralisation absolue, c'est la centralisation parfaite, c'est la centralisation dans sa logique même. Tout se concentre au profit du pouvoir central, tout est réuni entre ses mains. Deuxième mode opératoire pour présenter cette comparaison, la déconcentration. La déconcentration, vous en entendrez parler aussi dans le cadre du cours d'institution administrative. Je vais donc m'en tenir simplement à l'essentiel pour dire que, et comprenez-le bien parce que cette expression en droit a un sens précis et qu'il ne faut pas confondre avec notamment la décentralisation dont je parlerai après. La déconcentration, on va la représenter ainsi. Le pouvoir central demeure prépondérant, mais il délègue certaines attributions aux organes non centraux. Il y a un transfert, une délégation, le pouvoir central donnant à d'autres qu'à lui-même la possibilité d'agir sur un territoire donné, qui est évidemment plus exigu que le territoire national, avec ces deux caractéristiques, à savoir que ceux qui représentent le pouvoir central sont nommés par celui-ci, ils sont dans le cadre de ce qu'on appelle une subordination hiérarchique, ce qui veut dire qu'ils ne sont que les transmetteurs d'ordre en quelque sorte. Mais avec cette seconde caractéristique qui explique leur raison d'être, c'est que leur existence rapproche la décision du lieu où elle est mise en œuvre. Si, par exemple, imaginez que nous n'ayons pas de préfet aujourd'hui dans nos départements, cela voudrait dire que toutes les décisions seraient impulsées à partir de la capitale, de Paris, et qu'il faudrait ensuite qu'elles soient mises en œuvre dans chaque département. Il va de soi qu'il n'y aurait sans doute pas la même rigueur, il n'y aurait sans doute pas la même vérification, la même mise en œuvre qui se ferait de façon aussi facilitée et aussi effective. La déconcentration, comprenez-le bien, ce n'est pas un mode opératoire qui s'oppose à la centralisation, ce n'est que l'aménagement de la centralisation. C'est parce que dans un pays, on ne peut pas tout ramener au centre. Si tout était décidé par Paris au niveau de la France, ce serait la congestion, ce serait l'immobilisme, ce serait impraticable. Donc c'est pour des raisons d'efficacité que l'on va ainsi procéder à une délégation, mais une délégation à des personnes que l'on contrôle. Un préfet ne représente pas un contre-pouvoir, ce n'est pas un proconsul pour le pouvoir central, c'est un représentant. D'ailleurs, la carrière des préfets est subordonnée au bon vouloir du pouvoir central. On l'a vu récemment, notamment par deux mutations ou deux sanctions qui ont été faites à l'égard de deux préfets en exercice. Ce qui veut dire qu'ils sont dans une situation de rendre compte et ils ne sont pas libres de leur action. Ce sont des relais, mais des relais contrôlés. J'insiste beaucoup là-dessus. Relais contrôlés, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette subordination hiérarchique. Il s'agit donc, la déconcentration, s'il fallait la résumer à une formule, je dirais que c'est l'aménagement de la centralisation. C'est une centralisation relativisée, une centralisation imparfaite par rapport à la première logique, mais qui n'est qu'un aménagement technique. Je pourrais même dire un aménagement technocratique, puisque les bénéficiaires en sont des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. Troisième mode opératoire, c'est la décentralisation. La décentralisation. La décentralisation. La décentralisation, c'est encore une autre logique. Le pouvoir central, toujours présent,
toujours imposant, mais avec une délégation d'attribution au profit des collectivités internes, non plus au profit d'organes qu'ils contrôlent, mais au profit de collectivités internes. Ce qui veut dire que, dans le cas de la décentralisation, l'État, le pouvoir central, doit discuter, doit dialoguer avec une autre personne que lui-même. Dans le cas de la déconcentration, c'est un jeu qui est fermé sur l'État et par l'État, alors que dans le cas de la décentralisation, c'est un jeu plus ouvert puisqu'il s'inscrit dans une logique de discussion, de négociation entre l'État et d'autres personnes juridiques, que sont par exemple les communes. La décentralisation, c'est un mode opératoire qui est exigeant et qui est exigeant sur 3 plans. Pour qu'une décentralisation soit effective, il faut que 3 conditions soient réunies. Il faut, premièrement, que les collectivités internes, que l'on appelle par ailleurs les collectivités locales, que l'on peut aussi d'ailleurs qualifier de collectivités territoriales, il faut donc que ces collectivités locales ou territoriales soient gérées par des autorités indépendantes du pouvoir central. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le précise à nouveau, il faut que ceux qui sont à la tête de ces collectivités ne soient pas nommés par le pouvoir central, qu'ils aient une légitimité qui soit d'une autre nature, cette légitimité étant dans nos sociétés l'élection au suffrage universel, bien évidemment. Deuxième condition, pour qu'il y ait une décentralisation authentique, il faut que ces autorités locales soient bénéficiaires d'un territoire de compétences, c'est-à-dire qu'on leur ait bien transmis des compétences et des attributions sur lesquelles elles ont la capacité d'action. Troisième condition, il faut que ces autorités locales indépendantes du pouvoir central, détentrices d'une sphère de compétences identifiée, puissent mobiliser des moyens au service d'une gestion qui soit une gestion autonome. Il faut qu'il y ait des moyens au service d'une gestion autonome. Vous allez voir que ces formules peut-être un peu générales ou imprécises vont tout à l'heure prendre plus de sens avec des exemples que je reprendrai, que je décrirai. Je viens de vous décrire 3 modes opératoires de l'organisation étatique, c'est-à-dire du profil étatique. Il en reste 2 autres qu'il faut identifier. Deux autres, la confédération, et enfin l'État fédéral. Voilà les 5 modes d'organisation, les 5 profils dans les modèles. Je vais revenir ensuite sur la réalité de cette organisation étatique. Une confédération, c'est un mode d'organisation qui généralement repose sur la préexistence de collectivités autonomes que je présente ici. Vous avez un certain nombre de collectivités, on peut les appeler A, B, C, D, E, on peut en noter une autre. Donc ces collectivités, pensez à cette idée, elles existent déjà. Elles vivent, elles agissent, mais elles ont pris conscience que seules, elles ne peuvent pas être très efficaces. Donc, elles vont décider de se mettre ensemble. C'est-à-dire qu'elles vont créer un pouvoir central
qui va être constitué de représentants de chacune de ces collectivités. Vous aurez donc le représentant A', B', C', D', E', F', qui vont représenter et créer un pouvoir central, représentant donc chacune des composantes. Ce qui est important, et je vous demande de bien le comprendre, c'est que la Confédération a une particularité qui en même temps, je dirais, une tare qui la condamne dans l'histoire, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que les décisions de ce pouvoir central sont prises à l'unanimité. À l'unanimité. C'est-à-dire que chacun, vous le voyez, conserve sa liberté. Si, par exemple, la collectivité E n'est pas d'accord avec ce qu'ont décidé les autres, eh bien, on ne pourra pas avancer. Il a un droit de veto pour chacun des membres de cet ensemble ainsi constitué. Enfin, dernier mode opératoire, c'est donc l'État fédéral. Et généralement, je dis généralement, vous verrez qu'on peut trouver quelques autres modes d'organisation. Je représenterai l'État fédéral comme je l'ai fait pour la Confédération, c'est-à-dire à partir de collectivités qui existent. Tiens, prenez l'exemple des 13 ex-colonies américaines, au moment où elles proclament leur indépendance. Elles sont 13, elles existent, elles préexistent, elles ont des pouvoirs, elles agissent, mais au bout du compte, et après quelques évolutions sur lesquelles je reviendrai, elles décident de se mettre ensemble pour avoir plus d'efficacité, et elles créent donc ce pouvoir central qui, cette fois, prend ses décisions à la majorité, que l'on dit souvent une majorité qualifiée, parce que ce n'est pas la majorité simple, c'est une majorité qui peut être des 2/3, des 3/5, qui peut être proportionnelle au poids démographique de chacune des entités membres, c'est variable. Mais néanmoins, ce n'est pas l'unanimité, et c'est important. C'est un changement complet de mode opératoire, nous en verrons les incidences de manière précise pour que vous en compreniez bien les conséquences. Vous voyez que, quand je vous présente ces deux dernières modalités, nous sommes dans une logique qui est à peu près l'inverse de la logique précédente. Dans ces trois situations, centralisation, déconcentration, décentralisation, vous voyez qu'il y a une prévalence, une prééminence de l'unité, c'est-à-dire du pouvoir central, alors que le sens des flèches ici en témoigne. Dans le cadre des deux autres modes opératoires, la Confédération et l'État fédéral, il y a la diversité qui prévaut, qui est préalable et initiale dans la plupart des cas, je le répète. C'est la raison pour laquelle, dans la classification habituelle que l'on retient en droit constitutionnel, on dira que les trois modalités que je viens de décrire en premier représentent ce qu'on appellera un État unitaire. État unitaire. Pourquoi ? Parce que dans ces trois situations, c'est l'unité qui prévaut. Trois modalités de l'État unitaire. Alors que dans les deux autres cas, on parlera d'État composé, parce que précisément, c'est la construction qui est importante, la composition qui est déterminante, c'est-à-dire cet agencement volontaire d'une coopération, collaboration recherchée. État unitaire, État composé, c'est la distinction à la fois classique et qu'il faut aujourd'hui relativiser, vous verrez pourquoi un peu plus tard. Revenons alors, ce sera le premier point pour décrire ce profil d'une complexe instabilité, comme je le disais. Revenons d'abord donc sur l'État unitaire. L'État unitaire qui est à l'origine, en tant que mode d'organisation,
j'appelle des réalités composites, c'est-à-dire qu'il y a derrière ce modèle de l'État unitaire des modes de réalisation qui sont spécifiques à chaque État. Car, première idée que je vais maintenant reprendre et qui figure dans le plan, c'est pour vous dire que l'État unitaire est par nature mixte, c'est-à-dire qu'il présente une réalité mixte, c'est-à-dire, en clair, que tous les États unitaires, tous, sont un mixage de centralisation, de déconcentration et de décentralisation. C'est un cocktail général. Centralisation, plus déconcentration, plus décentralisation. Il y a même d'autres États unitaires qui ajoutent un zeste de dévolution, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, ce cocktail que j'évoque, ce mixage auquel je fais allusion, il est constant et de proportions variables. Tout État unitaire repose sur une centralisation affirmée. Cette centralisation affirmée, elle prend deux formes compréhensibles. Première forme, une unité juridique, c'est-à-dire que dans tout État unitaire, il n'y a qu'un Parlement qui siège en général dans la capitale et qui gère l'ensemble des affaires en votant des lois qui ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, l'unité législative, l'unité du droit, c'est-à-dire en réalité la transposition de cette pyramide de Hans Kelsen dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule unité juridique, une hiérarchie des normes unitaire et imposée. En second lieu, la centralisation existe parce que c'est à partir de là que s'expriment ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, c'est-à-dire généralement celles qui relèvent de l'ordre et de l'ordre public. Donc, notez bien que la centralisation, elle va de soi, elle est affirmée. Mais, deuxièmement, cette centralisation, elle est complétée par la déconcentration. Dans tous les États unitaires, le pouvoir central, à un moment ou un autre, a eu la nécessité de trouver des relais, des points d'appui dans les territoires. La déconcentration existe, elle prend la forme de ces représentants nommés et soumis à la subordination hiérarchique du pouvoir central. Alors, je m'arrête un instant sur cette subordination hiérarchique que vous analyserez plus précisément dans le cadre du droit administratif plus tard. Mais d'emblée, comprenez bien que la subordination hiérarchique, c'est une dépendance qui est une dépendance de principe et qui se distingue très clairement de ce qu'on appelle le contrôle de l'égalité, en un seul mot pour l'égalité. En ce sens que quand on est subordonné, quand on est dans cette relation de subordination hiérarchique, cela veut dire que l'autorité, qui est l'autorité supérieure, contrôle évidemment la légalité de votre action, mais aussi son opportunité. C'est-à-dire que le lien hiérarchique est un lien fort de subordination pour celui qui doit le subir, car son action est jugée sous un angle de légalité et d'opportunité. Il y a, par ailleurs, dans la plupart des États qui ont choisi, et les États unitaires l'ont tous fait, des représentants territoriaux, il y a deux manières de mettre en œuvre cette déconcentration. La première manière consiste à créer un relais unique qui est porteur à lui seul de l'autorité de l'État. La seconde méthode est d'accompagner ce relais unique
de relais spécialisés. De relais spécialisés. Par exemple, le directeur départemental de l'équipement, c'est le relais du ministère de l'équipement au niveau du département. Il est spécialisé dans le domaine et sur les questions qui ont trait à l'équipement. Alors que le préfet, lui, relève de cette compétence générale, il représente l'autorité de l'État. Donc vous voyez, il peut y avoir, et on trouve les deux formules, soit un relais qui a une compétence générale et monopolisée, en quelque sorte, soit un relais général accompagné de relais spécialisés. Quant à la décentralisation, elle est aussi présente, et je dirais même qu'aujourd'hui, elle est en train de se développer dans, par exemple, les 27 pays de l'Union européenne. J'ai constitué, il y a une quinzaine de jours, un diaporama qui fait 70 diapos à peu près pour présenter la situation de l'administration territoriale dans les 27 États. Et bien, dans tous les 27 États, il y a des mesures de décentralisation. Ce qui veut dire, pour être clair, que dans chaque État unitaire, la centralisation est affirmée. C'est son principe d'emblée qui vise à établir cette unité législative et de droit. Deuxièmement, c'est une décentralisation complétée. C'est la déconcentration dont je viens de rappeler l'existence. Troisièmement, elle est relativisée par la décentralisation. Dans le cadre de la décentralisation, deux idées seulement. La première, pour bien comprendre que la décentralisation ne s'inscrit pas dans le cadre d'une subordination hiérarchique, mais dans le cadre de ce contrôle de l'égalité exclusif. C'est-à-dire, pour être précis, pour être peut-être clair par un exemple, le gouvernement peut s'opposer à une décision préfectorale, non pas parce qu'elle est illégale, mais parce qu'on considérera, vu de Paris, que ce n'est pas le moment de prendre une décision comme celle-là, inopportune. Alors que le gouvernement ne peut pas s'opposer à une décision d'un maire si elle est légale, cette décision. Et il n'a pas à intervenir sur le domaine de l'opportunité. Autrement dit, il ne peut intervenir que sur le domaine de sa conformité au droit. Jamais un représentant du pouvoir central ne peut, dans une décentralisation effective, jamais un représentant du pouvoir central ne peut se poser la question de l'opportunité de la décision prise par l'autorité locale. Son seul terrain d'appréciation doit être concentré sur le principe de l'égalité, encore une fois, de soumission au droit, ce que veut dire le principe de l'égalité. Deuxièmement, deuxième point, pour compléter cette analyse, je vous disais que dans les 27 États de l'Union européenne, aujourd'hui, on voit se développer des stratégies de décentralisation de plus en plus affirmées, de plus en plus précises et sophistiquées. Ce n'est pas par hasard, car en effet, la décentralisation est aussi de plus en plus considérée comme un élément de démocratie locale, c'est-à-dire un élément de démocratie au sens large. Donc, chaque État unitaire mêle plus ou moins habilement et durablement ces trois logiques complémentaires. C'est pourquoi je voudrais, et ce sera dans un second temps précisément, vous parler de ces réalités variables, de cette diversité de situations. Et pour le faire, j'ai prévu de parler de la France, nous y sommes, donc c'est une bonne illustration, de parler du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, parce que c'est un mode opératoire qui est assez différencié d'une autre, et puis en troisième lieu, de vous parler aussi de l'Espagne et de l'Italie, qui sont des cas de figure tout à fait intéressants dans le cadre d'une décentralisation assez audacieuse, c'est le moins qu'on puisse en dire, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, entrons dans la description de ces réalités variables, c'est-à-dire de la mise en œuvre sous la logique propre à chacun de ces États, de ce cocktail à trois ingrédients
que constitue l'État unitaire. La France. La France, j'ai intitulé les propos « France, c'est une décentralisation constitutionnalisée ». Une décentralisation constitutionnalisée. Car, en effet, depuis 2003, le principe de la décentralisation a été retenu dans la Constitution. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important en soi. Mais, pour que ce soit clair, parlons de ces trois logiques. D'abord, la logique de la centralisation. Si j'ai choisi la France, c'est parce que c'est le modèle de référence en matière de centralisation appuyée. La France a constitué un mode opératoire ou un cocktail à base de centralisation. N'oubliez jamais cela, même si on a tendance parfois à essayer de démontrer le contraire, la France est centralisée par nature et par construction. Elle est centralisée par nature, je l'ai déjà relevé, l'unité nationale est une unité qui a été confectionnée par l'État. C'est l'État qui a fait la nation, au gré des guerres et des mariages plus ou moins imposés au fil des siècles. Or, vous comprenez très bien que, à partir du moment où cette unité a été le résultat de conquêtes, ce qui s'acquiert par la force se maintient par l'autorité. On a donc, en termes de logique de centralisation, veillé ensuite à ce que cette unité si difficilement constituée, si artificiellement composée, soit respectée. Donc, la France est un État centralisé par nature. Elle l'est aussi par construction. En effet, à partir de ce principe qui est de faire reposer l'édifice sur son centre, les méthodes d'organisation vont contribuer à ajouter des modes de contrôle qui seront des modes de contrôle centralisés. Oh, j'en donne deux exemples. Les intendants de l'Ancien Régime, qui ont été les représentants déconcentrés de l'État, n'ont pu être en situation que parce qu'il y avait d'abord un pouvoir central fort, reconnu et accepté. Donc, il y a d'abord eu cette affirmation. Deuxièmement, et c'est bien significatif aussi, cette centralisation a été si puissante que l'on a fait de la capitale de la France le centre de référence absolu. Rare se trouve un pays, et regardez autour de vous les pays voisins, peut-être que Berlin est en train de redécouvrir ce passé glorieux qui avait disparu, qui était disparu, sous les décombres du Troisième Reich, du régime national-socialiste allemand, mais enfin, encore faut-il en discuter. Il n'en reste pas moins que, quand vous regardez l'Espagne, en Espagne, il y a Madrid, il y a Barcelone, il y a Saragosse, il y a beaucoup d'autres villes importantes, en Italie aussi. La France est historiquement connue et reconnue comme étant un pays qui, étrangement, a hypertrophié son centre, sa capitale, a fait de Paris le centre absolu et unique. Tout se décide à Paris. La mode se décide à Paris, évidemment le droit se décide à Paris, puisqu'il s'agit d'un Parlement unique qui légifère pour l'ensemble du territoire national. Même la météorologie nationale, elle est faite à partir de Paris, donc tout est concentré. Et d'ailleurs, en 1947, un auteur avait lancé un pavé dans la mare, si l'on peut dire, sous forme d'un pamphlet. Cet auteur s'appelait Jean-François Gravier, et il avait publié un livre qui s'intitulait « Paris et le désert français ». Paris et le désert français. Justement pour mettre en exergue, pour mettre en accusation cette concentration excessive et coûteuse qui est constituée par ce centre politique, administratif, judiciaire, artistique, etc., etc.
Donc il y a, dans le cadre de notre pratique française, cette hypertrophie centralisée. Cette hypertrophie centralisée qui se complète naturellement par une déconcentration. C'est le deuxième aspect du cocktail français, la déconcentration, dont je vous le dis encore une fois, il faut bien en percevoir la logique, qui n'est pas du tout l'antonyme, l'opposé de la centralisation, mais qui en est le complément, qui en est le prolongement, qui en est en quelque sorte la version efficace et prolongée, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'y revenir. La déconcentration en France, elle existait à l'époque de l'Ancien Régime avec les intendants de police, justice et finances, ce qui présupposait qu'il y ait un centre très fort, je l'ai déjà dit. Elle a été symboliquement renforcée lorsque, en 1800, on a créé les préfets, le 17 février 1800. Lorsque Napoléon met en place les préfets, qui vont ainsi rayonner sur l'ensemble du territoire pour contrôler l'ordre impérial. Il leur donne d'ailleurs une mission qui est une mission enthousiasmante, puisqu'il dit « il faut que de ce jour date le bonheur des Français ». Il donne au préfet la mission de contribuer au bonheur des Français. Ce n'est pas rien, évidemment c'est excessif, mais c'est bien la traduction de l'importance que l'on va accorder à ce que peut être cette autorité. Cette autorité des préfets va nourrir le développement de notre administration publique tout au long des siècles, et elle va demeurer jusqu'à aujourd'hui. Au fil de la complexité de la société, on va instaurer d'autres relais. Tout à l'heure, je vous le disais, en vous parlant du directeur départemental de l'équipement, il y a des relais spécialisés qui viennent compléter ce relais de portée générale qu'est le préfet. Mais ce n'est qu'en raison de la spécialisation des attributions et du rôle et des interventions de l'État qu'est venu s'adjoindre au préfet ces autorités complémentaires. Par exemple, le recteur d'académie pour ce qui concerne l'enseignement, ou le directeur départemental de l'agriculture pour ce qui concerne l'agriculture, etc. On pourrait multiplier les exemples. Ce qui, d'ailleurs, entre parenthèses, pose un problème de coordination. Comprenez un instant, j'ouvre simplement une remarque sur la sociologie de l'administration en quelques mots pour vous montrer que c'est parfois, parce que là encore, c'est la loi de la vie, il y a des relations qui peuvent être cohérentes et parfois contradictoires. Le préfet est nommé en Conseil des ministres. Donc, il n'a de compte à rendre qu'au Conseil des ministres. Et le nombre de décrets qui ont été pris pour le confirmer foisonne depuis une trentaine d'années. Il est le représentant de l'autorité de l'État dans le département. On devrait donc en déduire que le directeur départemental de l'agriculture, de l'équipement, etc., doivent lui rendre compte, puisqu'il est le chef d'état-major de l'administration dans le département. C'est ce qu'on avait souhaité. Sauf que le directeur départemental de l'équipement, de l'agriculture, etc., eux, ils rendent compte à leur ministre ou à leur ministère, à leur pouvoir central, à leur organe central d'origine. C'est-à-dire que le DDA du Finistère a été nommé par le ministre de l'Agriculture et sa carrière est subordonnée à la volonté du ministère de l'Agriculture. Ce qu'il va valoriser. Ce qui veut dire que le préfet se trouve en porte-à-faux. L'exemple le plus frappant, et dont on vous parlera, je l'espère, c'est l'exemple du TPG, le trésorier payeur général. Le trésorier payeur général, c'est un préfet financier, comme on dit, d'une certaine façon, parce qu'il est en relation directe avec Bercy, c'est-à-dire avec le ministère de l'économie et des finances, ce qui, bien sûr, met en porte-à-faux le préfet par rapport à lui-même, par rapport à ce trésorier payeur général, en termes de coordination, problème de coordination. Néanmoins, retenez cette idée qui est qu'en effet, on a cherché à diffuser dans le corps social et territorial cette autorité centralisée de l'État par des relais déconcentrés. Au niveau du département, au niveau de l'arrondissement qui est le territoire dans lequel traditionnellement
il y avait un sous-préfet. Au niveau aussi de la région, depuis le 14 mars 1964, c'est un décret du 14 mars 1964, on a imposé des préfets de région, des circonscriptions d'action régionale qui sont dirigées par des préfets de région. La région Bretagne a d'abord été, comme d'autres, a d'abord été donc ce territoire réunissant 4 départements et dont le représentant de l'État était et demeure le préfet de région. Donc, déconcentration, vous le voyez, qui s'inscrit au niveau les plus complémentaires de notre maillage territorial déconcentré et centralisé. Arrivons-en, troisième dimension, c'est-à-dire celle de la décentralisation. Puisque je vous dis que le cocktail est un cocktail qui comporte ces 3 aspects à doses variables, la France est à base de centralisation avec un complément de déconcentration et quelques traits de plus en plus appuyés de décentralisation. D'abord, la décentralisation n'est pas de tradition française, en raison du fait que, je le disais à l'instant, la centralisation a été son point central, privilégié et préalable. La centralisation n'est pas une valeur très historique de la France parce que, je le répète, on n'a pas voulu donner trop d'autonomie à des régions, des territoires qui pourraient être rebelles. Lorsqu'en 1783, on décide de découper la France en départements, ce sera quelques années plus tard que la loi sera votée et que l'on divisera la France en un peu plus de 80 départements, 83 exactement d'ailleurs, en 1789. Donc, on va diviser la France, on va quadriller la France en départements. Mais pourquoi le fait-on? On ne le fait pas pour la décentralisation, on le fait pour renforcer l'autorité de l'État, parce qu'on a peur que les régions, les provinces, il y avait sous l'Ancien Régime des provinces qui étaient détentrices de pouvoirs d'action importants, reconnus, avec des représentants qui étaient appréciés. Les révolutionnaires ont peur que ces régions, que ces provinces aillent à l'encontre de l'ordre nouveau qu'ils veulent établir. Donc on va les casser. Et on va les casser en créant ces départements. Ce qui démontre bien que la Révolution française n'a pas été un grand moment de décentralisation, ça a été au contraire un moment où on a dépecé la France en la décomposant en unités territoriales sous la forme de départements. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 101 départements en France, 83 en 1789, donc on n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce quadrillage. Le dernier en date, étant né il y a quelques mois seulement, c'est Mayotte, qui vient de se voir reconnaître le statut de département. Donc, ça démontre combien la tradition française ne va pas en faveur de la décentralisation. Je l'ai dit pour la région, le découpage régional n'a jamais été au départ perçu comme devant être la reprise d'une autonomie locale qui permettrait à ces territoires de s'auto-administrer. Non, en réalité, il s'est agi d'harmoniser les circonscriptions administratives de l'État, d'où les préfets de région. D'ailleurs, il y a, je dirais, un signe qui ne trompe pas. Décentralisation, c'est un mot quasiment intraduisible dans une autre langue. Si, décentralisation, ok. Mais je veux dire que l'idée même de décentralisation est un mot qui est spécifiquement hexagonal dans sa logique. Dans les autres pays, chez les autres pays, notamment les pays de culture common law britannique, on parle de self-government. Le ministre qui a en charge la gestion, l'organisation des communes, que ce soit en Macédoine, en Azerbaïdjan ou ailleurs, s'appelle Minister of Self-Government. Ce n'est pas du tout la même chose. Self-government. Ça veut dire auto-administration.
On n'a jamais eu en France l'audace d'aller jusqu'à parler d'auto-administration, encore moins d'auto-gouvernement. On parle de décentralisation. Car vous voyez bien que la logique de la décentralisation suppose que la centralisation préexiste. Pour décentraliser, il faut d'abord qu'il y ait la centralisation. Alors que lorsqu'on parle de self-government, ça veut dire que l'on accepte qu'il y ait localement des autorités autonomes qui affirment leur identité et adoptent des capacités d'action. Donc la décentralisation n'est pas historiquement un produit made in France, si je puis dire. Il n'en reste pas moins que pour des raisons que je vais expliquer, on a entamé une marche vers cette décentralisation sous forme de 2 périodes, en 1981 et en 2003. Je vous présenterai ces 2 périodes et la logique, la dynamique de cette décentralisation dans un instant. Faisons la pause et je complète. La France est donc, je vous le disais, un État historiquement centralisateur, donc très attaché à cette unité. D'ailleurs, quand on lit la Constitution actuelle de 1958 et son article 2, qui est la reprise d'ailleurs de la Constitution du 3 septembre 1791, qui est quand même la première constitution écrite de notre histoire, avait un article très simple. Le royaume, parlant de la France, puisque la France n'était pas encore dans la situation d'une république, le royaume est un et indivisible. Eh bien, que trouve-t-on dans le cadre de notre constitution actuelle? La république est une et indivisible. Donc il y a bien cette perpétuation qui nous identifie comme étant un pays centralisé, avec ce complément de déconcentration et avec, aujourd'hui, cette évolution vers une décentralisation plus affirmée. Alors, 2 phases, je vous l'ai dit, méritent d'être identifiées pour parler de la décentralisation. L'une qui remonte à 1981. Alors, je vais bien sûr résumer tout ce que je vais vous dire maintenant sur la décentralisation, d'une part parce que vous aurez un cours d'institution administrative qui vous permettra d'entrer dans les détails du fonctionnement, et puis parce que par ailleurs, il y a un excellent que sais-je sur la décentralisation, j'en suis l'auteur, donc il peut être qu'excellent, que vous pourrez éventuellement consulter, la décentralisation. Et c'est la 7e édition de ce collection que sais-je. Bon, qu'importe. Revenons, donc je résume. 1981, qu'est-ce qui s'est passé en 1981? Il s'est passé que pour la première fois depuis 1958, la France connaît l'alternance. C'est-à-dire que ceux qui étaient jusqu'à présent dans l'opposition depuis 1958 arrivent enfin au pouvoir central. Et parmi l'équipe qui arrive au pouvoir, vous aviez 2 hommes qui étaient, on pourrait dire, des notables locaux, connus et reconnus. Pierre Mauroy, qui était le maire de Lille et qui deviendra Premier ministre, et Gaston Defferre, qui était maire de Marseille et qui deviendra ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Pourquoi? Parce que ces 2 hommes, parmi d'autres, avant que d'arriver au pouvoir central, s'étaient trouvés dans la situation de devoir gérer des villes importantes contre la volonté des préfets qui représentaient évidemment la majorité préalable, c'est-à-dire antérieure. Donc, comme ils avaient en quelque sorte dû combattre en permanence contre des préfets de choc que l'on avait choisi de leur opposer pour essayer de calmer leurs ardeurs un peu trop libres en termes d'autonomie locale, ils s'étaient dit, si nous arrivons au pouvoir, la première chose qu'on fera, c'est la décentralisation. Eh bien, c'est ce qu'ils vont faire. Sous l'instigation donc de Pierre Mauroy, Premier ministre, et avec
l'apport de Gaston Defferre, va s'initier ce qu'on a appelé le premier acte de la décentralisation. Alors ce premier acte va prendre la forme de quelques lois fondatrices qui ont pour intérêt de répondre de manière plus décentralisée à une question simple, qui est la question la plus simple qu'on puisse identifier, qui est de savoir, dans le cadre du fonctionnement d'un État, qui fait quoi. Simple. Il s'agit d'identifier le mode de fonctionnement d'un État en réponse à cette question. Mettons-nous d'accord sur la manière dont l'État doit être dirigé. Qui fait quoi? Alors qui, pour revenir cette fois au niveau de la dimension locale, pour qu'il y ait une décentralisation effective, je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait des autorités locales indépendantes du pouvoir central. Où en était-on en 1981? En 1981, le niveau communal avait été globalement traité. C'est une loi du 5 avril 1884 qui avait, pour la première fois, systématisé le mode d'élection des conseils municipaux d'une part et du maire d'autre part. Donc on peut dire qu'au niveau communal, la décentralisation existait. Ce n'est pas le cas au niveau départemental. Le département était curieusement organisé puisque dans chaque département, il y avait un conseil général, comme il y en a un aujourd'hui, c'est-à-dire une assemblée départementale qui était élue au suffrage universel direct, mais le pouvoir exécutif que le maire détient dans la commune, le pouvoir exécutif était exercé par le préfet, donc un représentant de l'État. Vous voyez que l'on avait une assemblée décentralisée et un pouvoir exécutif déconcentré. Pas très conforme à une vision coordonnée de l'action locale. Au niveau régional, même chose. Au niveau régional, il y avait, après l'échec du 27 avril 1969, par lequel le général de Gaulle souhaitait établir la régionalisation, son successeur, Georges Pompidou, avait, par une loi votée le 5 juillet 1972, avait instauré l'amorce de régions. Mais ces régions étaient constituées d'élus qui n'étaient pas nécessairement au suffrage universel. Et puis par ailleurs, c'était le préfet de région qui avait le pouvoir exécutif. Donc qu'est-ce qu'on va faire en 1982? C'est la loi fondatrice du 2 mars 1982 qui a été l'amorce de cette dynamique de décentralisation. Eh bien, on va décider que, tant au niveau départemental qu'au niveau régional, premièrement, le pouvoir législatif, le pouvoir normatif, le pouvoir délibérant, comme l'on dit, appartiendra à des assemblées élues au suffrage universel direct. Et voilà pourquoi, depuis le 16 mars 1986, pour la première fois, les conseillers régionaux ont été élus au suffrage universel direct, les conseillers généraux l'étant déjà par ailleurs depuis le 10 août 1871. Et l'on va décider, deuxièmement, que l'exécutif, celui qui met en œuvre les décisions au niveau du département, eh bien ce sera le président du Conseil général. Et celui qui met les décisions en exécution, qui exécute, qui a le pouvoir exécutif, donc au niveau de la région, eh bien ce ne sera plus le préfet de région, ce sera le président du Conseil régional. Donc vous voyez que c'est une loi symbolique, ça ne veut pas dire insignifiante, au contraire, qui a beaucoup de sens. On a, pour la première fois, donné aux 3 niveaux territoriaux constitués par la commune, le département et la région, on a donné des autorités décentralisées. C'est clair, et donc c'est conforme à cette logique. En même temps, pour répondre à la question qui fait quoi, on a voulu répondre à la dernière partie de l'interrogation quoi. Si désormais on sait quels sont les acteurs de l'administration locale, de la démocratie locale, quelles sont leurs compétences?
Et là, on va s'évertuer, ce sera au cours de l'année 1983, 2 lois importantes, 7 janvier, 22 juillet 1983, on va s'évertuer à trouver des territoires de compétences, comme on dit, qui soient suffisamment cohérents et compatibles avec le niveau de décision correspondant. Par exemple, on va dire l'urbanisme, permis de construire, l'aménagement local, urbain ou rural, cela c'est une compétence qui peut très bien être assurée par les élus municipaux. Donc on va transférer à la commune la compétence en matière d'urbanisme. Je simplifie, mais c'est l'idée. Le département, depuis la Révolution, s'est fait connaître et reconnaître par sa capacité à coordonner l'action sociale. Donc, on va décider que l'action sociale, les prestations sociales, le RMI et autres aujourd'hui, le RSA bientôt, dans la mise en œuvre, seront confiées au département. Quant à la région, eh bien la région, il s'avère que on a observé aussi quel était le niveau le plus pertinent pour assurer le développement économique, pour donner un support suffisamment important en termes de capacité d'action à un territoire qui soit mu par cette volonté d'impulsion économique. Donc, commune urbanisme, département action sociale, région développement économique. Bon, c'est l'idée, c'est pas toujours si évident que cela. Par exemple, en matière d'enseignement, là, on a au contraire dispersé. L'enseignement préscolaire, c'est la commune, le collège, c'est le département, le lycée, c'est la région, et l'université, c'est l'État. Et en réalité, tout ça, ensuite, c'est assez largement enchevêtré, c'est l'un des problèmes d'aujourd'hui. Bon, toujours est-il qu'on a tenté d'apporter la réponse à la question quoi ? Restait le troisième aspect de cette interrogation qui est au moins aussi important que les autres. Qui fait quoi ? Fait, faire, mettre en œuvre. C'est très beau d'avoir des compétences. Encore faut-il pouvoir les mettre en œuvre. C'est comme si, par exemple, un jour nous décidions de constituer un orchestre et où on donne à chacun le rôle qui est le sien. L'un sera premier violon, l'autre contrebassiste, le troisième sera clarinettiste, le quatrième pianiste, etc. De distribuer à chacun une partition et de demander à l'orchestre de jouer. Évidemment, il ne pourra pas jouer, il lui manque les instruments. C'est tout à fait significatif, c'est voilà le problème. Dès lors que l'on entre dans la dynamique de la décentralisation, il ne suffit pas de donner le pouvoir aux autorités locales indépendantes du pouvoir central, il ne suffit pas de leur donner un territoire sur lequel elles vont pouvoir mettre en œuvre leurs attributions, encore faut-il leur donner les moyens. Alors donner les moyens, ça veut dire quoi ? Il y a 3 moyens, 3 niveaux, si vous voulez, de moyens. Il n'y en a pas de multiples, c'est tout simple. Il y a les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens humains. C'est tout simple. Alors les moyens humains, on va s'en occuper. Loi du 26 février 1984. On va créer la fonction publique territoriale. Qui aujourd'hui est un ensemble construit, très bien aménagé, qui est le pendant de la fonction publique de l'État. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il y a 3 fonctions publiques, fonction publique étatique, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Ce sont les 3 branches de notre fonction publique. Donc on a créé la fonction publique territoriale le 26 février 1984. Les moyens financiers, là le problème est devenu insoluble. Quand on s'est attaqué au problème financier, donner aux collectivités, et c'est encore le problème sous-jacent, même plus que sous-jacent, effectif aujourd'hui des collectivités territoriales. C'est que les collectivités territoriales ont besoin de ressources, évidemment, pour agir. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez rêver, mais ce n'est pas de l'action. Donc, quelles sont les ressources possibles ? Là encore, c'est très simple. Il y a 3 ressources possibles, il n'y en a pas 4. Quoique, certaines communes peuvent en trouver une 4e, mais c'est exceptionnel. La première ressource possible sont les impôts locaux. Mais quand vous êtes un élu local, vous n'augmentez les impôts locaux qu'avec beaucoup de discernement, parce que chaque pourcentage de plus, c'est un pourcentage de moins en termes de voix pour vous
aux élections suivantes. Donc vous essayez de faire attention. Les emprunts. Et c'est vrai que vous pouvez recourir à l'emprunt comme toute personne peut le faire. Mais les emprunts, en principe, ça se rembourse. Et vous pouvez dès lors entrer dans un endettement qui peut d'ailleurs conduire à quasi-faillite de la commune. Ça s'est passé à Angoulême, par exemple. Et puis la troisième ressource possible, ce sont les dotations de l'État. Il n'y a pas d'autre. Je dis qu'il y a parfois une quatrième, lorsque, par exemple, une commune dispose d'une forêt domaniale. Alors l'exploitation de la forêt peut lui rapporter de l'argent, ok, mais ce sont des exceptions. Les trois ressources, et ça, je crois qu'il faut bien que vous le compreniez, ce n'est pas difficile. Ces trois ressources sont les seules sur lesquelles puissent s'appuyer les collectivités territoriales. Alors sur quoi on agit pour leur donner une plus grande autonomie? Agir sur les dotations de l'État, fausse solution, parce que si on vous dit, tiens, vous avez besoin d'argent pour faire ceci, on va vous donner de l'argent. Vous dépendez du donateur. Donc vous n'êtes pas libre. C'est une fausse liberté. Les emprunts, je vous ai dit la limite. La seule solution, et aujourd'hui encore, on attend ce grand soir de la fiscalité qui est sans cesse annoncé et toujours reporté, qui est de redispatcher la perception des impôts. Il faut que l'État accepte de se départir de ressources fiscales au profit des collectivités territoriales qui en seraient bénéficiaires. Or, je le répète, jusqu'à présent, aucun gouvernement n'a voulu ou n'a su le faire, ce qui veut dire qu'on se trouve à la fin de cette première vague de décentralisation devant une situation qui est une situation assez médiocre au bout du compte, assez inefficace au résultat, et qui donc va très rapidement conduire à des enchevêtrements de compétences, à des difficultés de mise en œuvre. La nécessité de reprendre la partie, ce sera ce qui sera fait en 2003. C'est le deuxième acte de la décentralisation, sous l'impulsion, là encore, d'un régionaliste qui est Jean-Pierre Raffarin, devenu Premier ministre, mais qui est porteur d'une conscience régionale qui a fait l'objet, qui a été en quelque sorte le support de sa carrière politique antérieurement. Il reprend le dossier de la décentralisation, et là encore, quelques décisions vont être prises. La première décision, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la décentralisation sera considérée comme devant être protégée par la Constitution. C'est une loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Le 28 mars 2003, on entérine le fait que la décentralisation fait partie du mode d'organisation de la France. La France est une république une et indivisible, démocratique et sociale, est-il dit à l'article 2 de la Constitution, et à la fin de cet article, il est dit « son organisation est décentralisée ». Alors c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas remettre en cause la décentralisation. On lui donne une visibilité affichée qui témoigne de son importance. Et pour modifier cela, il faut réviser la Constitution, ce n'est pas si facile. C'est symbolique, comme était symbolique la loi du 2 mars 1983, mais c'est donc important. Et puis, par ailleurs, on va se lancer dans d'autres avancées, j'en citerai deux. L'une qui consistera, ce sera par une loi du 29 juillet 2003, qui consistera à autoriser les collectivités territoriales à expérimenter de nouvelles attributions. Pourquoi je m'arrête là-dessus? C'est parce que vous allez voir qu'elle permet de comprendre les limites de notre décentralisation. On décide donc, je répète, lors du vote de cette loi du 29 juillet 2003, on décide que les régions, les départements ou les communes qui le voudraient pourraient demander à avoir d'autres attributions que celles qu'on leur a données de manière temporaire, une expérimentation temporaire. Expérimentation temporaire qui peut durer 3 ans, qui peut être prolongée jusqu'à 5 ans, mais pas au-delà. Ce qui veut dire qu'on accepte
qu'il puisse y avoir de la diversité. C'est la première fois véritablement que l'on autorise ainsi une capacité de gestion ou d'autonomie en termes de compétences qui peut varier d'une région ou d'un département ou de commune à d'autres. Par exemple, la région Bretagne, dont on sait qu'elle a un problème crucial en matière de qualité de l'eau, pourrait demander à l'État l'autorisation d'expérimenter des compétences élargies sur ce problème particulier. Elle pourrait l'obtenir pour 3 ans, reconductible, je le répète, jusqu'à 5 ans. Mais au bout des 5 ans, stop, on tire les conclusions. Ou bien c'est probant et on généralise à toutes les régions, ou ça ne l'est pas et on arrête, et de toute façon, on met un point final à cette expérimentation. On accepte la diversité que dès lors qu'elle est encadrée dans une période limitative. Ça, c'est précisément cette forme de syndrome centralisé, unitaire et uniformisé de la France. Comprenez bien que entre la liberté, qui est synonyme de décentralisation, et l'égalité, qui est synonyme de centralisation, les Français sont beaucoup plus égalitaristes que libertaires. Autrement dit, ils préfèrent avoir finalement moins d'autonomie, de liberté, dès lors que tout le monde est logé à la même enseigne. Un exemple, on avait expérimenté, il y a quelques décennies maintenant, la transmission du produit. À l'époque, il y avait, vous savez, des vignettes automobiles sur les pare-brises des voitures qui étaient une fiscalité indirecte, en quelque sorte. On avait donc transféré la perception de ces recettes aux départements. Des départements de bonne foi se sont dit, tiens, c'est une aubaine pour nous, on va baisser le taux de fiscalité par cheval-vapeur. Faisant cela, ces départements, notamment l'un d'entre eux qui est la Haute-Marne, a attiré sur son territoire le siège social de bon nombre d'entreprises de location de voitures. Puisque c'était moins cher par cheval-vapeur, ces entreprises de location de véhicules, en mettant leur siège social dans ce département, immatriculaient toutes leurs voitures sur l'ensemble du territoire de ce département, à partir de ce département. Et les départements voisins ont crié au scandale, c'est pas possible, c'est pas normal, c'est du dumping, il faut arrêter cela, et on l'a arrêté. Parce que l'important n'est pas de profiter d'une liberté, l'important c'est que le voisin puisse ne pas profiter d'une liberté supérieure à celle que l'on a. Le principe égalitariste est un principe qui vient complètement contredire la logique de décentralisation, comprenez-le bien. L'égalité, c'est l'uniformité, l'uniformité, c'est le contraire de la diversité et de la liberté. Donc, on va créer en 2003 cette capacité d'expérimentation temporaire, transitoire. Et puis, en troisième lieu, on va aussi autoriser l'organisation de référendums locaux, c'est-à-dire qu'on va tenter de développer ce qu'on appelle une démocratie de proximité. Quant à l'aspect financier, on va, en 2004, essayer de s'y attaquer en votant une loi dans laquelle il est écrit que les ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter une part prépondérante de leurs recettes. Je simplifie, la formule est plus compréhensible de cette façon. Je répète, ça veut dire que les impôts, les ressources propres, c'est ça, les impôts que perçoivent les collectivités, les groupements de collectivités, les communes, les départements, les régions, ces recettes doivent représenter, ces ressources propres, comme on les appelle, doivent représenter une part prépondérante. C'est le mot exact, l'expression exacte qui figure dans la loi. Doivent représenter une part prépondérante de leurs recettes. Ça ne veut rien dire, une part prépondérante. On s'est battu au Sénat, on s'est battu devant le Conseil constitutionnel pour essayer d'obtenir un pourcentage. Est-ce que prépondérant, ça veut dire 50%? C'est trop. Est-ce que ça veut dire 30%? C'est pas assez. À force de s'affronter sur des pourcentages, on en est resté à cette formule vague. Le problème n'est pas résolu. Nous en sommes toujours là. Donc voilà pour ce qui est, en quelques mots, le
portrait de notre décentralisation qui aujourd'hui est confrontée à 3 problèmes importants que je vais simplement évoquer puisque tout au long de l'année qui vient, vous aurez l'occasion d'entendre parler par la presse de cette réforme territoriale dont on parle beaucoup depuis quelques semaines. Le premier problème que nous avons, c'est que pour qu'une décentralisation soit efficace, il faut que ceux qui la mettent en œuvre soient aptes à la mettre en œuvre. Autrement dit, vous avez le problème, là encore, des moyens. En France, aujourd'hui, il y a 36 682 communes. C'est le chiffre que publiait Le Monde voici une quinzaine de jours. 36 682 communes. Sur ces 36 682 communes, 32 000 ont à peu près moins de 2 000 habitants. Ça veut dire 87% à peu près. 87% des communes françaises ont moins de 2 000 habitants. Comment voulez-vous qu'un conseil municipal et qu'un maire puissent faire autre chose que de parler dans le cadre d'une gestion pour laquelle ils n'ont même pas une secrétaire de mairie à temps complet? Pas possible, il n'y a pas les moyens. On est en dessous de 2 000 habitants, donc le produit fiscal est évidemment très limité. Dans 25 pays sur 27 de l'Union européenne, en 2009, il y a eu des réformes de réduction drastique du nombre des communes françaises, du nombre des communes, pardon. La France est l'une des 2 exceptions, l'une avec la Hongrie, pour des raisons historiques. Bon. La France est l'une des 2 exceptions. C'est le seul pays où on ne cherche pas à réduire le nombre des communes, alors qu'on sait que continuer à faire semblant de donner vie à des communes qui n'ont pas 2000 habitants, c'est de l'acharnement thérapeutique. Et quand vous voyez Port-Salle, qui va devenir une commune indépendante de Poudalmézeau, on rêve. Je veux dire que c'est véritablement Interville, grandeur nature, quoi. Mais ça n'a aucun rapport avec la capacité de gestion. Pas possible. Pas possible. Le second problème que nous avons, et il faudrait peut-être s'en occuper aussi, c'est que la France est l'un des rares pays qui, entre la commune et l'État, est un échelon intermédiaire double, département et région. Il faudra choisir un jour entre les départements et les régions. Les départements, je vous l'ai dit, vous savez, ils ont été créés pour représenter l'ordre. Hein. Les départements n'ont pas de réalité sociologique. Je rappelle, le Finistère en est un bon exemple, puisqu'on a séparé, que je l'ai déjà dit, je crois, le Finistère des Côtes-d'Armor et du Morbihan par une frontière verticale, alors qu'on sait bien que la réalité du Finistère est une réalité horizontale du Léon vers le Trégor et de la Cornouaille vers le Pays Vanté, par exemple. Et la SNCF ne s'y est pas trompée, puisque vous avez la ligne Brest-Paris par Morlaix-Saint-Brieuc et la ligne Quimper-Paris par Lorient-Vannes-Nantes. Donc il y a bien là une tradition. On a cassé cela, mais c'était volontaire, on a voulu casser, ce qui était le risque de contre-pouvoirs régionaux à l'époque de la Révolution. Les régions, elles, sont arrivées, elles sont toutes jeunes, les régions. Elles sont nées en 1986, hein, je le répète, véritablement. Donc elles sont en train de s'affirmer progressivement, mais est-ce qu'on pourra longtemps avoir ces 2 niveaux qui sont... C'est l'un des points de la réforme du conseiller territorial proposé par le comité Balladur et dont on discutera dans le cadre d'une réforme devant le Parlement dans les prochains mois. Le troisième problème que l'on a, et je termine pour la France là-dessus, je me suis attardé un peu parce que c'est notre pays, mais je serai plus bref pour les autres évidemment. Donc, troisième problème, c'est le problème du millefeuille, le millefeuille territorial, déjà évoqué, c'est-à-dire le fait que nous ayons une succession de niveaux qui s'enchevêtrent sans raison. Je rappelle, je veux le reprendre, que si on fait une coupe transversale de l'État au quartier dans une ville, eh bien, entre l'État qui représente cette unité proclamée et le quartier qui représente la démocratie de proximité, les niveaux sont nombreux. Vous avez d'abord la commune, bien sûr. Mais comme la commune
On sait qu'elle est inopérante dans presque 9 cas sur 10. On a créé les communautés de communes, c'est-à-dire l'intercommunalité. Mais attention, on a créé l'intercommunalité sans réduire le nombre des communes, on a ajouté. Ensuite, on arrive au canton, qui ne sert à rien. Mais si, à élire un conseiller général, lequel n'existe qu'au niveau du département, puisqu'il n'a aucun pouvoir dans son canton. On arrive à l'arrondissement, qui n'a aucun intérêt, sauf d'être le siège du sous-préfet, le cas échéant, et peut-être de base de circonscription électorale pour les élections législatives. Ensuite, le pays. Personne ne sait exactement ce que ça veut dire, et cette invention de Jean-Pierre Chevènement et de Dominique Voynet est encore en train d'essayer de se chercher une identité. Et puis on arrive au département. Vous voyez que le chemin parcouru pour aller du quartier au département, le nombre, en quelque sorte, de niveaux décisionnels, comment voulez-vous qu'on puisse y comprendre quelque chose? Puis la région, puis l'État, et ensuite l'Europe. Donc il y a là un troisième problème, affaire à suivre, mais vous aurez l'occasion, je répète, ça fait partie aussi de votre formation, dans l'actualité, de nourrir tout cela des discussions qui ne manqueront pas de survenir à ce sujet. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, une unité diversifiée. C'est une unité dans la diversité, comme je l'ai qualifiée. Je voudrais dire, et c'est justement pourquoi je vous en parle, la Grande-Bretagne, même si originellement on peut dire qu'elle a les mêmes syndromes qu'une France qui s'est construite par territoire surajouté, 1707, l'Écosse va s'unir à l'Angleterre pour entrer dans le cas de cette Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a quand même deux différences sensibles avec la France. Premièrement, en Grande-Bretagne, je viens de le dire et c'est le plus important, l'unité est diversifiée. Ça veut dire qu'on a compris, en Grande-Bretagne, on a compris que les territoires n'avaient pas forcément la même sensibilité et les mêmes demandes. L'Irlande du Nord, il y a 4 territoires qui composent le Royaume-Uni. L'Irlande du Nord, qui est un vestige de l'occupation de cette île et qui a donné lieu, vous le savez, à des confrontations extrêmement violentes il n'y a pas encore si longtemps. L'Irlande du Nord semble s'être enfin apaisée et l'on a créé une structure ad hoc, c'est-à-dire une structure qui comprend 108 membres, qui réunit à la fois les défenseurs du rattachement à la République d'Irlande, le Sinn Féin, et par ailleurs les opposants à cette indépendance qui veulent que le rattachement avec le Royaume-Uni soit préservé, sous l'égide du pasteur Ian Priestley, qui a longtemps été le leader de cette formation. On a réussi, et c'est Tony Blair qui a réussi à réaliser un compromis. Oh, il a fait exactement comme Michel Rocard avait fait pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'il a enfermé dans un château les représentants du Sinn Féin et de ce parti unioniste, et il leur a dit, c'est très bien, maintenant vous ne sortirez pas tant que vous n'aurez pas trouvé une solution. Alors ça a été laborieux, ça a été au forceps, mais il a quand même réussi. Donc ça, c'est pour l'Irlande. L'Écosse. L'Écosse, vous savez que c'est un pays qui a énormément d'identité. Si l'Écosse s'est sabordée en 1707, elle a conservé sa nation, son caractère, et Tony Blair a organisé en septembre 1997 un référendum en Écosse. Ce référendum visait à demander aux Écossais s'ils étaient favorables à l'instauration sur leur territoire d'une assemblée qui aurait un pouvoir délibérant, c'est-à-dire qui pourrait intervenir en votant des lois dans des domaines qui concernent aussi bien l'enseignement que la justice, y compris la justice, le développement économique, etc., la culture, etc. Les Écossais ont répondu à presque 75% oui. Ils avaient répondu déjà favorablement dans un autre référendum comparable en 1979, mais comme la participation à l'époque avait été faible, on n'avait pas entériné le résultat. Là, c'est entériné.
Vous avez désormais une assemblée écossaise qui siège à Édimbourg de 129 membres et qui peut aussi voter des impôts. Pour les Écossais, c'est évidemment un contre-cœur, mais qui peut quand même voter des impôts. C'est-à-dire qu'il peut, dans une proportion au départ assez faible, de 3%, plus ou moins 3%, modifier le ratio que les autres Britanniques doivent payer en termes d'imposition. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez intéressant à suivre, au sein même de cette Assemblée de 129 membres, le parti, la formation politique qui est la plus représentée en nombre de députés, c'est le Scottish National Party, c'est-à-dire le parti indépendantiste, qui a 47 membres, 47 élus, alors que le Parti travailliste, qui arrive en seconde position, en a 46. Mais un siège de différence, ça change tout au niveau de l'ambiance, car le problème posé, vous l'imaginez bien, est de savoir si l'Écosse, un jour, pourra revendiquer une autonomie encore plus forte et pourquoi pas une indépendance proclamée. Il y a un auteur, un spécialiste de l'Écosse, qui s'appelle Jacques Leruez, L-E-R-U-E-Z, qui a publié un premier livre en 1983, et son premier livre est intéressant, le titre est intéressant, L'Écosse, une nation sans État. Et en 2000, il a publié une nouvelle version de son livre, L'Écosse, vieille nation, jeune État. Tiens, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même une évolution, et il est vrai que les Écossais sont partagés entre ces deux logiques de conquérir une indépendance. Ils ont des ressources pétrolières, ils sont tout aussi aptes à se gérer que le Kosovo par ailleurs, pourquoi pas. Troisième identité, le Pays de Galles. Le Pays de Galles est aussi une région qui a intégré le Royaume-Uni, qui a ses particularismes, notamment culturels, mais qui n'a pas ce nationalisme aussi chevillé au corps que peuvent l'avoir les Écossais. C'est la raison pour laquelle on a mis en place au Pays de Galles une assemblée, mais on a appelé ça la dévolution, et non pas la décentralisation, c'est-à-dire une assemblée qui a des pouvoirs administratifs, mais pas de pouvoir budgétaire, par exemple. C'est en retrait, allez, retenez simplement l'idée, c'est en retrait par rapport à ce qu'on a fait. Mais pourquoi? Parce que le territoire n'est pas le même. En Grande-Bretagne, on accepte de reconnaître que chaque territoire peut avoir une vision différente, ce que l'on refuse en France au nom de l'uniformité. Je le répète une nouvelle fois. Et puis il y a enfin l'Angleterre, avec ses districts métropolitains, avec ses comtés, ses districts ruraux, qui est organisé aussi selon une logique qui lui est propre. Donc, la première idée importante du système britannique, c'est cette diversité reconnue. Il y a eu aussi un référendum au Pays de Galles en 1997, mais qui a donné un résultat plus faible, de 50,10% exactement, favorable à un statut de plus grande autonomie. Et on sent qu'il n'y a pas la même détermination qu'en Écosse. Bon, qu'importe, on reconnaît la diversité. La deuxième idée importante, c'est qu'en Grande-Bretagne, le pouvoir est déconcentré essentiellement et décentralisé accessoirement. 80% des recettes fiscales, globalement, sont détenues par le pouvoir central, et le nombre de représentants du pouvoir central dans les comtés, dans les districts et autres est bien plus important qu'il ne l'est en France. C'est une armature territoriale qui repose sur cette valorisation de la déconcentration. Un cocktail à base de déconcentration, pour simplifier. Reste, troisième exemple, l'unité fragilisée des États régionaux. Reste à reprendre l'exemple que j'ai déjà évoqué de l'Espagne et de l'Italie. En Espagne et en Italie, on est devant une situation qui valorise la décentralisation. D'emblée, la France, c'est la centralisation, la Grande-Bretagne, c'est la déconcentration, et l'Espagne, c'est la décentralisation. Dans la Constitution, je le rappelle sans doute, de décembre 1978, espagnole, il y a un article 2 qui rappelle, je le répète, que l'Espagne reconnaît et garantit le droit à l'autonomie
des nationalités et des régions. C'est la phrase exacte. Autrement dit, on reconnaît le droit à l'autonomie des nationalités, pas des nations, des nationalités et des régions. Dans le prolongement de cette affirmation, l'Espagne étant encore un État unitaire, on a développé une stratégie de décentralisation très accentuée. On a créé 17 communautés autonomes, dans le prolongement donc de cette constitution de 1978, 17 communautés autonomes, en donnant une vitesse d'autonomie variable selon les communautés en question. Vous avez en effet des régions en Espagne qui sont identifiées et fortes. C'est le cas de l'Andalousie, c'est le cas de la Catalogne, c'est le cas du Pays basque. On leur a donné d'emblée des pouvoirs et des attributions nombreuses et diversifiées. Puis vous avez d'autres régions comme les Asturies ou Murcie, qui sont des régions beaucoup plus en retrait, moins identifiables. On leur a donné un plan de route, comme on dit aujourd'hui, une feuille de route progressive. C'est-à-dire qu'elles doivent, ces communautés autonomes, aboutir au même résultat que les premières, mais en prenant leur temps. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Sachant que dans ce cadre-là, je le rappelle aussi, ce sont ces communautés autonomes qui constituent l'armature prépondérante de l'organisation territoriale de l'Espagne. Ce sont ces communautés autonomes, ces 17 communautés autonomes, qui, par exemple, perçoivent l'impôt. Ce sont ces communautés autonomes qui ensuite dispatchent l'impôt, son produit, entre Madrid et les communes, dans des proportions qui varient, bien sûr, mais qui sont de 45% en moyenne pour ces communautés, je l'ai déjà dit, 40% pour l'État et 15% pour les communes. Donc, il y a là, vous voyez, une démarche qui est une démarche très poussée en termes de décentralisation. La question posée, et c'est ce que je dirais simplement concernant l'Espagne, est de savoir si l'Espagne va demeurer un État unitaire. Car on qualifie désormais, c'est une qualification, vous voyez, qu'il faut situer maintenant entre ce que j'ai appelé décentralisation et confédération. Là, vous avez l'apparition d'un nouveau mode d'organisation qu'on appelle un État régional. Un État régional, comme en Espagne, c'est un État qui repose sur des autonomies, des indépendances administratives régionales, dans lequel donc la diversité devient prépondérante. On n'est plus dans une unité qui est moins proclamée. D'ailleurs, certains se demandent si l'Espagne n'est pas un État à reconstruire ou à réinventer, en raison, je ne vais pas y revenir car je vous en ai parlé, de ce problème catalan aujourd'hui, qui est un problème dont on attend encore la réponse devant le tribunal constitutionnel. Le jour où elle sera prise, je la commenterai bien sûr. L'Italie, c'est la même chose. L'Italie, je dirais que c'est même pire, au niveau de l'unité de l'État italien, j'entends. Pourquoi? Parce qu'en Italie, on a aussi voulu développer une stratégie de décentralisation audacieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Italie, on a créé 20 régions, et d'autres à statut spécial, enfin, qu'importe. On a créé des régions en leur donnant une reconnaissance juridique et politique. Ce n'est pas simplement un mot. Ça veut dire qu'en Italie, chaque région dispose d'une assemblée qui vote des lois. Ce qui veut dire que l'ordre juridique unitaire, qui est une caractéristique de l'État unitaire, se trouve aujourd'hui contredit par une pratique italienne où des régions peuvent voter des lois différentes sur des sujets identiques, en opposition même avec le Parlement qui siège à Rome.
Évidemment, ensuite, tout cela est soumis à l'examen d'un tribunal constitutionnel pour conserver une certaine cohérence. Mais la tonalité actuelle de l'Italie s'exprime dans deux directions. La première direction, c'est le fédéralisme. D'ailleurs, la marche vers le fédéralisme était quasiment annoncée et officiellement proclamée voici 3 ans. Aujourd'hui, les interrogations ont reporté l'échéance, mais il est vraisemblable que dans un avenir proche, l'Italie deviendra un État fédéral, c'est-à-dire va sortir du cadre des États unitaires en faisant de la diversité un point essentiel et prioritaire. Le deuxième problème, c'est le problème de l'unité italienne, qui est à la fois tardive et composée, et qui aujourd'hui donne lieu à des débats quant à savoir si on pourra longtemps, encore une fois, maintenir ensemble des régions que tout oppose, culturellement, économiquement, financièrement, éthiquement. Entre Milan et la Calabre, vous avez évidemment des différences importantes de mode de vie entre le nord de l'Italie industrielle et moderne et le sud, dont on sait qu'il est à la fois pauvre et gangrené par la mafia. Il y a des tirages très forts qui visent ceux qui défendent la richesse du Nord, je vous l'ai déjà signalé, à chercher à se libérer de ce poids du Sud. Donc, quand je prends l'exemple de l'Espagne et de l'Italie à dessein, se pose un problème, qui est le problème du maintien de l'unité, qui est tout de même le caractère identitaire de la nation espagnole et de la nation italienne. Pour des raisons diverses, pour des raisons différentes, et l'Espagne et l'Italie sont aujourd'hui dans une dynamique qui peut s'analyser comme étant un reflux du centre et un déploiement de la périphérie. Jusqu'à quand cet équilibre instable pourra-t-il tenir? Et c'est la question posée qui est l'objet d'évolutions plus ou moins volontaires et contrôlées dans chacun de ces deux pays. Voilà pour ce qui concerne l'État unitaire et ce regard volontairement superficiel dans le cas de la Grande-Bretagne et des États régionaux, des idées qui peuvent nourrir votre réflexion. Alors, je le précise donc très clairement, nous nous retrouverons dans la semaine du 21 octobre. D'ici là, ne vous inquiétez pas, vous avez les travaux dirigés. Je répète aussi que ce soit clair qu'il n'y a pas de cours à rattraper. J'assure les 30 heures du cours qui sont prévues sans problème dans le cadre du temps qui est imparti à ce premier semestre. Donc, bon courage, travaillez et on se revoit bientôt en octobre.